Donc, on démarre notre cours d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va entamer le deuxième chapitre, qui est le chapitre relatif à la politique monétaire. Et donc, lors du premier chapitre, nous nous sommes étalés sur le financement de l'économie, le volet du financement de l'économie avec tous ses aspects. Dans ce deuxième chapitre, on va se focaliser sur la politique monétaire. Alors, dans notre plan de travail, le cheminement qu'on va suivre dans ce chapitre-là, même si le chapitre s'intitule politique monétaire, mais avant d'entamer la politique monétaire, il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire une politique économique. OK? C'est quoi une politique économique et de quoi se compose-t-elle? Alors, dans une politique économique, on va distinguer une politique budgétaire, on va distinguer une politique monétaire. OK? Alors, avant de mettre l'accent sur la politique monétaire, on va essayer d'expliquer c'est quoi une politique économique, c'est quoi les composants d'une politique économique, hein, en l'occurrence la politique budgétaire et la politique monétaire. OK? Alors, donc, le cheminement de ce chapitre va être comme suit. Donc, on va d'abord commencer par une politique économique, après on va voir la politique budgétaire, ensuite on va essayer de mettre l'accent sur la politique monétaire. Très bien. Alors, dans une économie, on a deux conceptions théoriques qui sont diamétralement opposées. Deux conceptions économiques, théoriques, qui sont opposées. Quelles sont ces conceptions économiques, ces théories économiques diamétralement opposées? On a d'abord l'approche classique et néoclassique. C'est l'école classique et l'école néoclassique qui stipule que la monnaie est passive, que la monnaie a un caractère passif, que c'est une monnaie qui est neutre. OK? Alors, en contrepartie, on a l'approche keynésienne et l'approche néo-keynésienne. Bien sûr, c'est l'école keynésienne et l'école néo-keynésienne qui stipulent que la monnaie est active. Donc, la monnaie a un caractère actif. Alors, la première école qui est l'école classique et l'école néoclassique, ils ont un principe qui est la neutralité de la monnaie, qui veut dire que la monnaie est passive. Okay? C'est-à-dire que la monnaie, elle est neutre. Alors que l'école keynésienne et l'école néo-keynésienne, ils ont un autre principe totalement opposé, qui est l'activité de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas passive, n'est pas neutre, mais la monnaie, elle est active. Elle a un caractère actif. OK? Donc, c'est les deux conceptions théoriques qui sont opposées, qu'il faut distinguer. OK? Deux approches, deux grandes écoles, de grands courants de pensée économique. Alors, la première approche, qui est l'approche classique et néoclassique, ce qui stipule que la monnaie est passive ou bien neutre, il se base sur les hypothèses suivantes. De 1, la neutralité de la monnaie. Cela veut dire que la monnaie n'exerce aucune influence sur l'équilibre général. La monnaie n'exerce aucune influence sur l'équilibre économique. OK? Donc, la monnaie n'exerce aucune influence, c'est-à-dire que la monnaie n'impacte nullement l'équilibre général. C'est-à-dire que l'équilibre, il est assuré de manière automatique. C'est-à-dire que la monnaie ne va pas influencer, ne va pas impacter cet équilibre de l'économie.
l'équilibre du marché. OK? Donc, les classiques ou bien l'école classique hein, vont se baser sur ce qu'on appelle un déterminisme naturel, alors que les néoclassiques hein, vont se baser sur ce qu'on appelle un déterminisme technique. Une des hypothèses sur lesquelles se base l'approche classique et néoclassique, c'est le libéralisme économique. Ça veut dire quoi le libéralisme économique? C'est le laisser-faire, laisser-passer. Okay. Et quand on parle de laisser-faire, laisser-passer, hein, c'est-à-dire que hein, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que c'est un système qui est régi par le marché. Okay. On n'a pas besoin d'intervenir hein, pour régler ou bien réguler le marché. Okay. C'est un système qui est régi hein, automatiquement hein, suite à la loi de l'offre et de la demande. Okay, donc la loi de l'offre et de la demande, hein, elle va réguler le marché sans l'intervention d'un agent externe. Donc ici, on va parler hein, de la régulation automatique par le marché. Donc ici, le marché a un rôle régulateur. Okay? Pourquoi? Parce que hein, il y a une régulation automatique par le marché. Le marché est régulé automatiquement. On n'a pas besoin de l'intervention d'un agent externe, hein, d'un agent extérieur de ce marché, de ce système, pour réguler le marché ou bien réguler le système. Donc, on parle ici d'un marché qui est régulateur, qui est régulé automatiquement suite à la loi de l'offre et de la demande. Et une fois on va parler de la régulation automatique par le marché, ne nécessitant aucune intervention externe d'un agent extérieur de ce système, cela veut dire qu'il y a interdiction d'intervention de tout agent. Et quand on dit qu'il y a interdiction d'intervention de tout agent, c'est-à-dire que l'État ne peut pas intervenir pour la régulation du marché. Pourquoi? Parce qu'on a dit que hein, le marché est régulé automatiquement suite à la loi de l'offre et de la demande. Donc, on n'a pas besoin d'une intervention externe et depuis, on n'a pas besoin de l'intervention de l'État hein, pour réguler ce marché. Donc, on n'a pas besoin de l'intervention de l'État pour la régulation du marché. Pourquoi? Parce que le système est un système qui est régulé automatiquement hein, par le marché, par la loi de l'offre et de la demande. Donc ici, si l'État n'intervient pas, donc si l'intervention de l'État est interdite dans ce système, quel est le rôle de l'État? Si l'État ne va pas intervenir économiquement parlant, s'il ne va pas intervenir au niveau du marché économique. Donc là, quel est le rôle de l'État dans ce système? Alors, le rôle de l'État dans ce système, dans l'approche classique et néoclassique, hein, selon le courant classique et néoclassique, l'État joue le rôle de ce qu'on appelle un État gendarme. Ça veut dire quoi un État gendarme? C'est-à-dire que l'État ne va pas intervenir dans le marché économique. L'État ne va pas intervenir pour réguler le marché, ne va pas intervenir pour mettre en place hein, une régulation du marché. Pourquoi? Parce que hein, le marché est régulé automatiquement suite à la loi de l'offre et de la demande. Donc ici, le rôle de l'État, c'est d'assurer uniquement ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Ça veut dire quoi les fonctions régaliennes?
c'est l'ensemble des attributions propres au pouvoir de l'État, telles que la justice et l'armée. OK? Donc, c'est quoi des fonctions régaliennes? Hein? C'est le fait que l'État va assurer, hein, la défense du pays, par exemple. Hein. Donc, quand on parle de la défense, on va parler de l'armée. OK? On va parler de la justice. Donc, l'armée, hein, c'est la défense du pays, la défense de l'État. Donc, ça a un caractère qui est externe, extérieur. La justice, c'est interne, c'est l'équité entre les différents agents économiques opérant au sein, hein, du marché ou bien de l'économie. OK? Donc, État gendarme, c'est un État qui ne va assurer que les fonctions régaliennes. Donc, c'est un État qui va se limiter à assurer une justice qui est équitable et à défendre le pays face aux menaces externes. Donc, c'est la justice et c'est l'armée. Donc, on a les fonctions régaliennes qui caractérisent ce qu'on appelle un État gendarme. Donc, pour les classiques et les néo-classiques, l'État ne doit pas intervenir dans le marché économique, ne doit pas intervenir pour réguler le marché économique, mais l'État doit se limiter aux fonctions régaliennes. C'est ce qu'on appelle un État gendarme. Pourquoi cela? Parce que le marché n'a nullement besoin de l'intervention de l'État, n'a nullement besoin de l'intervention d'aucun agent externe, parce que c'est un marché qui est régulé automatiquement suite à la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande qui va se charger de réguler, hein, le système. C'est la loi de l'offre et de la demande qui va se charger de réguler le marché, qui va se charger de réguler l'économie. C'est pour cela que l'État va se limiter à un rôle d'État gendarme, c'est-à-dire qu'elle va se limiter aux fonctions dites régaliennes. Donc, pour les classiques, ainsi que pour les néoclassiques, hein, ce système-là, où l'État va jouer un rôle d'État gendarme, où le marché est régulé automatiquement, où la loi de l'offre et de la demande va se charger de réguler l'économie, pour les classiques et les néoclassiques, c'est un système qui ne peut être en aucun cas déséquilibré. Donc maintenant, on est en train de parler de la période avant les années 1930. C'est une période, hein, qui était caractérisée par un système classique et néoclassique, qui était caractérisé par un système, hein, qu'on prétendait qui ne peut être déséquilibré. On a dit c'est la période avant 1930. Donc en 1929, il va y avoir la crise de 1929. Et depuis, il va y avoir un chamboulement du système. Il va y avoir un déséquilibre du système. Et quand le système va être déséquilibré, cela prouve, hein, cela prouve que la théorie classique et la théorie néoclassique, qui stipulait que le marché, euh, que le système ne pouvait être déséquilibré, est une théorie qui est fausse. Pourquoi? Parce que la preuve est devant nous. En 1929, il y a eu une crise très, très grave. OK? Donc, ce qui va prouver que l'approche classique et néoclassique est une approche qui est fausse, est une théorie, hein, qui est fausse.
la théorie qui disait que le système ne peut être équilibré, c'est une théorie qui est fausse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise, il y a eu un déséquilibre du système en 1929. OK? Donc, on va commencer à remettre en cause cette approche des classiques et des néoclassiques qui stipulait que la monnaie est passive, que la monnaie, elle est neutre. Et cela, hein, euh, va mettre l'accent un peu, hein, sur la théorie de Karl Marx. Alors, selon Karl Marx, hein, la monnaie est active, donc, contrairement aux classiques et aux néoclassiques qui stipulent que la monnaie est passive, que la monnaie est neutre. Karl Marx, lui, hein, il stipulait que la monnaie est active. Pourquoi elle est active? Parce que la monnaie est une source de pouvoir. Et depuis, vu que la monnaie est source de pouvoir, la monnaie devient déséquilibrante. C'est-à-dire que la monnaie peut déséquilibrer le système. C'est-à-dire que le système peut être déséquilibré. Et selon Karl Marx, le système va connaître plusieurs crises, c'est-à-dire plusieurs déséquilibres, hein, jusqu'à ce que ce système va toucher à sa fin, hein, pour qu'on puisse voir à la naissance d'un autre système beaucoup plus équitable, hein, qui va remplacer ce système capitaliste. Alors, selon Karl Marx aussi, le capitalisme, ce système capitaliste, est un système socialement déséquilibré. Okay? C'est un système qui est socialement déséquilibré. Pourquoi Karl Marx disait que le système capitaliste est un système qui est socialement déséquilibré? C'est parce qu'il disait que ce système-là comportait deux classes sociales. Okay? Donc, on a une première classe qu'on appelait la classe prolétaire. C'est la classe qui détient la force du travail, c'est les ressources humaines, c'est le capital humain, c'est la main-d'œuvre. Hein? Donc, c'est eux qui vont faire le travail. C'est ce qu'on appelait la classe prolétaire. Et on avait une autre classe sociale, hein, qui est la classe capitaliste. Okay? La classe capitaliste, c'est la classe qui détient les moyens de production. Donc, la force du capital. Okay? C'est la classe qui détient, hein, le capital. Hein, c'est la classe qui détient les moyens de financement. Okay? Donc, on avait une classe capitaliste qui détenait les moyens de financement, les moyens de production, les moyens d'investissement. On avait une classe prolétaire qui ne détenait pas des moyens de financement ou de production, mais qui détenait uniquement la force du travail. Hein. C'est la main d'œuvre. Donc, selon Karl Marx, c'est un système capitaliste, c'est un système qui est socialement déséquilibré et que ce déséquilibre social impacte l'équilibre économique. Okay? Donc, le déséquilibre social que connaît le système capitaliste, il impacte, il rejaillit sur, hein, l'équilibre économique. Et depuis, si le système social est déséquilibré, automatiquement, le système économique va être déséquilibré. Et c'est pourquoi que Karl Marx a dit que c'est un système qui va connaître plusieurs crises. Okay? Parce que c'est un système qui est déséquilibré. Un autre économiste, dans la théorie sur lequel on va mettre l'accent, hein, pendant la période après les années 1930, après la crise de 1929, c'est l'économiste Jean Maynard Keynes. Alors, selon l'économiste Keynes, la monnaie est active. Okay, donc là, c'est l'approche keynésienne. Hein, donc, c'est la théorie
qui est opposé à l'approche classique qui suppose que la monnaie est passive ou bien que la monnaie est neutre. Alors, selon Keynes ou selon l'approche keynésienne, la monnaie est active. Pourquoi? Parce que la monnaie est déséquilibrante. La monnaie peut déséquilibrer le système. La monnaie peut déséquilibrer le marché. OK? Alors, selon Keynes, la monnaie n'est pas neutre, n'est pas passive, mais c'est une monnaie qui est active. OK? La monnaie fait l'objet d'une demande propre. Selon Keynes, la monnaie peut être détenue pour trois raisons. La première raison, c'est une raison de transaction, un motif de transaction. La monnaie nous permet d'effectuer des transactions, des échanges. Okay? Grâce à la monnaie, on peut acheter des produits et des services. C'est ce qu'on appelle une transaction. La monnaie peut nous permettre d'épargner pour faire face à des besoins futurs. C'est ce qu'on appelle un motif de précaution. Un motif de précaution. La monnaie aussi peut nous permettre de spéculer. C'est ce qu'on appelle un motif de spéculation. OK? Alors, selon Keynes, la sortie de la crise, il parle ici de la crise de 1929, nécessite un accroissement de la demande globale, c'est-à-dire l'augmentation de la demande globale. Okay? Quand on parle de la demande globale, on parle ici de la demande des ménages d'abord, okay? Les ménages, les consommateurs. On parle de la demande des entreprises et on parle aussi de la demande de l'État. Donc ici, Keynes, contrairement à l'approche classique, il ne va pas exclure l'État du système. Donc l'État est aussi amené à intervenir au niveau du marché économique. L'État est amené à intervenir pour réguler l'économie. Donc l'État est un acteur économique aussi. Donc, Keynes disait que la sortie de la crise nécessitait l'augmentation de la demande globale. Donc, l'augmentation de la demande des ménages, la demande des entreprises, la demande de l'État. Vu que l'État ici, c'est un acteur, donc on ne va plus parler de l'État gendarme qui assurait les fonctions régaliennes avant les années 1930, mais après les années 1930, on va parler d'un État interventionniste. Pourquoi? Parce que on va autoriser l'intervention de l'État pour la régulation du marché, pour la régulation du système. Un État interventionniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est un État qui est investisseur. C'est un État qui est producteur. L'État va prendre en charge les grandes entreprises du pays. Okay? Donc, on va parler ici d'un État investisseur qui va investir son argent et qui va aussi produire des biens et des services. Donc, on parle ici d'un État producteur. On parle aussi d'un État consommateur. Consommation du secteur public. Donc, l'État ou le secteur public a besoin de plusieurs produits et services. Donc, il va consommer ces produits et ces services-là. On parle ici d'un État consommateur aussi. Et on va parler aussi d'un État protecteur social. Pourquoi? Parce que après les années 1930, on va voir pour la première fois l'instauration d'un salaire minimal, le SMIC, le salaire minimum garanti. Et donc,
un État interventionniste, on a dit c'est un État investisseur, un État producteur, un État consommateur et un État protecteur social. C'est-à-dire que l'État va intervenir dans différents aspects socio-économiques. Contrairement à l'approche classique et néoclassique, qui stipule que l'État devait jouer uniquement un rôle d'État gendarme, en assurant seulement les fonctions régaliennes. L'approche keynésienne va stipuler que l'État doit jouer un rôle interventionniste en intervenant au niveau des différents aspects socio-économiques. Et depuis, on va distinguer la période avant 1929, avant la crise de 1929, et la période après la crise de 1929. Alors, avant la crise de 1929, l'approche qui était adoptée, c'était l'approche classique et néoclassique. L'approche classique et néoclassique, c'est une approche qui stipulait que la régulation économique était assurée par le marché. Et depuis, on n'a nullement besoin d'intervention d'un agent externe. On n'a pas besoin de l'intervention de l'État pour réguler le marché. Donc l'État ici, avant la crise de 1929, avant les années 1930, jouait un rôle de gendarme. C'est ce qu'on appelait l'État gendarme. C'est-à-dire que l'État assurait uniquement les fonctions régaliennes, justice et sécurité. Après les années 1930, après la crise de 1929, l'approche qui va être adoptée, c'est l'approche keynésienne et l'approche néo-keynésienne. L'approche keynésienne et l'approche néo-keynésienne a stipulé que la régulation économique était assurée par l'État. On parle ici d'un État interventionniste. Donc, contrairement à l'approche classique qui disait que l'État devait jouer uniquement un rôle d'État gendarme, l'approche keynésienne et néo-keynésienne stipulait que l'État devrait jouer le rôle d'un État-providence. Un État-providence, c'est un État interventionniste qui va intervenir pour réguler l'économie, pour réguler le marché. Donc l'État-providence joue un rôle très important dans la régulation économique. Très bien. Donc, après cette introduction de la politique économique, on va passer à notre premier point de ce cours, qui est la politique économique. Alors, la politique économique est une politique de régulation menée par l'État afin de réaliser un certain nombre d'objectifs. Donc, c'est une politique de régulation. On parle ici d'un État interventionniste, d'un État régulateur, d'un État qui va intervenir pour réguler l'économie, pour réguler le marché. Et depuis, l'État va mettre en place une politique économique pour réguler l'économie, pour réguler le marché. Et depuis, on va dire que la politique économique, c'est une politique de régulation qui est menée par l'État. Ici, l'État, il joue un rôle d'État interventionniste, un État-providence. Donc, c'est une politique de régulation menée par l'État afin de réaliser un nombre d'objectifs. Quels sont ces objectifs? Des objectifs de croissance, de développement, de protection de l'environnement, etc. Donc, la politique économique, ou bien une politique économique, se base sur la fixation des objectifs d'ordre
économique, ainsi que la mise en place des moyens pour atteindre ces objectifs. Donc, on va s'y fixer des objectifs d'ordre économique. Ces objectifs ont pour but la régulation de l'économie et on doit mettre en place les moyens pour atteindre ces objectifs qui ont pour but la régulation de l'économie. Exemple de ces objectifs, la croissance, le développement, protection de l'environnement. Alors, quand on parle de régulation, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de défaillances et de déséquilibres. Quand on dit que l'État va réguler ou bien va mettre en place une politique de régulation, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'existence d'un ensemble de défaillances et de déséquilibres économiques. Donc l'intervention de l'État ici va se focaliser sur la lutte contre ces déséquilibres. Quand on parle de régulation économique par l'État, menée par l'État, c'est-à-dire que l'État va lutter contre un ensemble de défaillances et de déséquilibres économiques. Okay? Donc, ces déséquilibres et ces défaillances d'ordre économique sont les suivants. On a d'abord l'inflation, on a le chômage et on a le déséquilibre extérieur, ce qu'on peut appeler aussi la balance des paiements. Donc, on va voir quels sont ces déséquilibres économiques. Donc, qui sont l'inflation, le chômage, le déséquilibre extérieur. Donc, on va commencer par le premier déséquilibre d'ordre économique, qui est l'inflation. Alors, l'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des services. C'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation des prix, mais ce n'est pas l'augmentation des prix d'un seul produit ou d'une famille de produits ou d'un service déterminé ou d'une famille de services. Non, c'est une hausse généralisée. C'est-à-dire que ça va toucher l'ensemble des produits et des services. C'est à partir de là qu'on va parler de l'inflation. On ne peut pas parler de l'inflation si on a l'augmentation, par exemple, de certains produits. Exemple, s'il y a augmentation des prix des légumes ou bien les légumes et les fruits, on ne peut pas parler d'inflation. Donc, on parle de l'inflation quand il y a une augmentation, une hausse généralisée des prix. Généralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette augmentation va toucher l'ensemble des produits et des services. Et c'est là où on va parler d'une inflation. Et cette hausse généralisée, c'est une hausse généralement qui est durable. Donc, c'est une hausse ou une augmentation généralisée et durable des prix des biens et des services. Alors, on distingue plusieurs types d'inflation. Parmi ces types d'inflation, on va distinguer l'inflation par la demande, on va distinguer l'inflation par les coûts, on va distinguer l'inflation importée et on va distinguer l'inflation par la monnaie, ce qu'on appelle aussi l'inflation d'origine monétaire.
Donc, on commence par l'inflation par la demande. Alors, l'inflation par la demande est une hausse générale et durable des prix, comme on l'a défini au début, mais cette inflation, inflation par la demande, elle est due à une demande qui est trop importante par rapport à l'offre. C'est-à-dire que la demande est supérieure à l'offre. Donc ici, quand on parle de l'inflation par la demande, il y a un manque de produits et de services au niveau du marché. Ce manque de produits et de services au niveau du marché par rapport aux besoins de l'économie, par rapport aux besoins des agents économiques, va engendrer une inflation, va engendrer une hausse générale et durable des prix. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande, mais il y a une offre qui est trop faible par rapport à cette demande. Donc, il y a une demande qui est croissante, il y a une demande en croissance, une demande en croissance de la part des agents économiques, alors qu'il y a une offre qui est inélastique. Ça veut dire quoi? Une offre inélastique, ça veut dire que l'offre ne va pas suivre la croissance ou bien l'augmentation de la demande. C'est-à-dire ici qu'on a une demande qui est élastique, qui est croissante, qui est en train d'augmenter, alors qu'on a une offre qui est inélastique, qui n'augmente pas. Et automatiquement, il va y avoir un gap entre la demande qui est élevée et l'offre qui est inélastique. C'est-à-dire que c'est une offre qui va stagner, qui ne va pas augmenter. C'est-à-dire qu'il va y avoir un manque de produits et de services au niveau du marché. Cela, bien sûr, va conduire à un accroissement des prix. C'est ce qu'on appelle une hausse généralisée des prix. Dans ce cas ici, c'est une inflation par la demande. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a causé cette inflation? C'est l'augmentation de la demande et l'inélasticité de l'offre. OK? Donc, c'est le premier type de l'inflation. L'inflation par la demande. Sauf qu'il y a un point très important qu'on doit souligner, c'est que de nos jours, le marché, de nos jours, n'a jamais fait face à une offre qui est inélastique. Je parle bien sûr de l'époque actuelle. On ne constate généralement pas dans un marché quel qu'il soit une offre inélastique. On ne constate pas un manque d'offres, un manque de produits et de services au niveau du marché. C'est-à-dire que toujours lorsqu'il y a une demande qui est croissante, une demande en croissance, on a de l'autre côté une offre qui est élastique. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui va suivre la croissance de la demande. C'est-à-dire au niveau du marché, il y a toujours assez de produits et de services en vente. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui est très importante. Il y a une offre très riche en termes de produits et de services au niveau du marché. Cela veut dire que on peut difficilement constater un gap entre l'offre et la demande. Surtout quand on parle d'une demande qui est supérieure à l'offre, qu'une demande qui est croissante, alors qu'il y a une offre qui est inélastique. Donc, de nos jours, dans les marchés, que ce soit le marché national ou bien le marché international, l'offre, elle est élastique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement une offre,
nationale, mais il y a une offre qui est internationale. Donc, au Maroc, on a beaucoup de produits qui émanent de différents pays. Pourquoi? Parce que les entreprises, ils sont toujours en train de chercher des marchés où ils peuvent vendre leurs produits. Donc, au Maroc, on n'a pas seulement des produits euh, locaux, des produits d'origine marocaine, mais on a aussi des produits d'origine extérieure. On a des produits turcs, on a des produits qui émanent de la Tunisie, on a des produits chinois, on a des produits européens, on a des produits qui émanent des États-Unis, etc. Donc, il y a une abondance en termes d'offres, il y a une abondance en termes de produits et de services. Donc, il est très difficile de parler d'une offre qui est inélastique. Et depuis, on ne peut pas parler actuellement, ça fait des années, depuis le début de la mondialisation, de ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Parce que une des conditions de l'inflation par la demande, c'est qu'il y a une offre inélastique. Alors qu'aujourd'hui, avec la globalisation, avec la mondialisation, il y a une offre qui est abondante. Les entreprises sont toujours en train de chercher des marchés, non pas seulement dans leur pays d'origine, mais au niveau du marché mondial, au niveau du marché international. OK, je peux produire un produit, par exemple, et je vais essayer de le vendre au niveau de toute l'Afrique, au niveau de l'Afrique, de l'Union européenne, par exemple, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Asie, etc. Donc, l'entreprise n'est plus limitée à un territoire donné. Le client aussi n'est plus limité à un produit national, à un produit local. Donc, il y a une abondance de produits. Je peux acheter maintenant les produits que je veux au Maroc et même si s'il n'y a pas ces produits-là, je peux les commander parce qu'il y a une offre internationale. Je peux les commander de n'importe quel pays où je veux. Donc, s'il y a une demande croissante, il y a toujours, dans l'autre côté, une offre qui est aussi élastique et croissante. Donc, il est très difficile de parler aujourd'hui, de nos jours, d'une offre inélastique. Et depuis, on ne peut pas parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Pardon. Donc, ADA, c'était le premier type d'inflation. L'inflation par la demande. On va passer au deuxième type d'inflation, l'inflation par les coûts. Ça veut dire quoi l'inflation par les coûts? L'inflation par les coûts, ça veut dire qu'il y a une inflation. Bien sûr, quand on parle d'inflation, c'est une hausse généralisée des prix, une hausse qui est bien sûr généralisée et durable à des prix des biens et des services. Selon l'inflation des coûts, les entreprises peuvent faire face à un accroissement des coûts de production. Les coûts de production, ça peut être des coûts de la matière première, par exemple, un taux d'intérêt, par exemple, si l'entreprise va s'endetter, les coûts de la masse salariale, augmentation des coûts de la masse salariale, etc. Donc, à deux, ce sont des coûts de production. OK? Donc, selon l'inflation par les coûts, selon ce type d'inflation, on peut constater ce type d'inflation quand il y a un accroissement des coûts de production et cette augmentation, cet accroissement de coûts de production va se répercuter sur le prix de vente. OK? Donc, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise. Dernièrement, je fais face à une augmentation, par exemple, de la matière première. Automatiquement, je vais répercuter l'augmentation de la matière première sur le prix de vente.
Hein. J'achetais ma matière première, par exemple, à 10 dirhams et je vendais le produit à 15 dirhams. Maintenant, la matière première a subi une augmentation. Ce n'est plus 10 dirhams, mais je l'achète à 12 dirhams. Donc, automatiquement, au lieu de vendre le produit comme précédemment à 15 dirhams, je vais augmenter le prix de vente et je vais vendre le produit à 17 dirhams, par exemple. Donc, je vais répercuter l'augmentation en matière première sur le prix de vente. Elle dit, c'est ce qu'on appelle une inflation par les coûts. C'est une hausse généralisée des prix hein, qui émane d'un accroissement des coûts de production. Okay? C'est-à-dire que l'augmentation des coûts de production va être compensée par l'augmentation des prix de vente. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai une entreprise et les coûts de production ont subi une augmentation. Donc, pour éviter toute perte, je vais compenser l'augmentation des coûts de production par l'augmentation des prix de vente. OK? Et là, on va parler d'une inflation par les coûts. C'est ce qu'on appelle une inflation par les coûts. C'est une hausse généralisée et durable des prix qui est causée par une augmentation des coûts de production qui est compensée par l'augmentation des prix de vente. OK, elle dit c'est une inflation par les coûts. Sauf que de nos jours, aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours prétendre que l'augmentation des coûts de production se traduit automatiquement par l'augmentation des prix de vente? Je suis un entrepreneur, par exemple, j'ai une entreprise et dernièrement, il y a eu une augmentation de la matière première, l'augmentation des prix de la matière première, par exemple. Est-ce que la première chose que je vais faire, c'est automatiquement compenser cette augmentation des coûts de production par l'augmentation des prix de vente? Si l'entreprise veut rester compétitif, surtout qu'on est en train de parler d'un marché qui est international, si l'entreprise euh, essaye de garder sa compétitivité, de rester compétitive, elle n'a pas intérêt à augmenter les prix. OK? Et depuis, la compensation de l'augmentation des coûts de production n'est pas automatiquement faite par l'augmentation du prix de vente. Mais la compensation peut se faire par la productivité, par le capital, par le travail, par la recherche de nouvelles techniques et technologies de production. Donc, les entreprises, pour rester compétitives dans un marché où il y a une concurrence accrue, une concurrence féroce, ils n'ont pas intérêt à augmenter le prix de vente. Donc, si le coût de production augmente, on va essayer de réduire ces coûts de production et de les compenser en utilisant de nouvelles techniques et de nouvelles technologies de production qui vont nous permettre de produire un certain produit X ou Y avec un coût qui est réduit. On va essayer d'augmenter la qualité. On va essayer de jouer sur la productivité. Comment peut-on produire plus, mais aussi produire mieux? C'est le rapport qualité-quantité. Le rapport qualité-prix. Okay? Donc ici, les entreprises ne vont pas compenser l'augmentation des coûts de production par l'augmentation des prix de vente. Parce qu'ils risquent de perdre leur compétitivité au niveau du marché. OK? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une inflation par les coûts. Pourquoi? Parce que oui, il y a
peut-être une augmentation des coûts de production, mais cette augmentation de production n'est pas automatiquement compensée par une augmentation des prix de vente. Et depuis, on ne peut pas parler d'inflation par les coûts de nos jours dans un marché mondial, dans un marché caractérisé par la mondialisation. Troisième type d'inflation, c'est l'inflation importée. C'est quoi l'inflation importée? Augmentation généralisée et durable des prix qui est due à la hausse des prix des biens importés. Donc, la cause ici de l'inflation, c'est la hausse des prix des biens qu'on a importés dans notre marché local. Ici, il faut mettre l'accent qu'au Maroc, 50% des biens de consommation sont importés. 50% des biens de consommation au Maroc sont importés. Donc, à deux, les biens importés. Donc, selon ce type d'inflation, l'inflation importée, il y a une augmentation des importations de biens de consommation. Ces biens de consommation connaissent une hausse de prix et automatiquement, on dit que la hausse de prix va se répercuter sur les prix de consommation, le prix de vente de ces produits dans le marché local. Et là, on va parler d'une hausse généralisée des prix qui est importée. C'est une inflation qui est importée. Mais il faut dire qu'on a toujours enregistré un prix qui est stable en ce qui concerne le prix des biens importés. C'est vrai qu'il y a une augmentation importante des importations de biens de consommation, mais le prix de ces biens de consommation est un prix qui est stable. Ce n'est pas un prix qui est élevé. Et si ce n'est pas un prix qui est élevé et c'est un prix qui est stable, cela ne peut pas causer une inflation importée. Cela ne peut pas causer une hausse généralisée des prix au niveau local. Automatiquement, si on a enregistré un prix qui est stable des prix des produits importés, on ne peut pas parler d'une inflation importée. OK? Pourquoi? Parce que les entreprises, ils essayent d'être compétitives au niveau national et au niveau international. Donc, avant d'exporter leurs produits, ils essayent de garder un prix qui est stable, un prix qui est compétitif au niveau du marché international. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler ici d'inflation importée. Donc, on passe au quatrième type d'inflation, qui est l'inflation par la monnaie, ou là ce qu'on appelle aussi l'inflation d'origine monétaire. Alors, l'inflation par la monnaie, ça veut dire qu'il y a une quantité de monnaie qui est excessive par rapport aux besoins de l'économie. Cela veut dire qu'on a injecté une quantité de monnaie qui est supérieure aux besoins de l'économie. Selon le célèbre économiste Milton Friedman, la quantité de monnaie en circulation a un impact sur le niveau général des prix. Donc, si la quantité de monnaie en circulation augmente,
le niveau général des prix risque d'augmenter. Pourquoi? Parce que la quantité de monnaie en circulation impacte le niveau général des prix. Okay? Donc, il faut toujours faire attention que la quantité de monnaie de circulation ne dépasse pas les besoins de l'économie. Sinon, on peut faire face à une augmentation du niveau général des prix. Okay? Si la monnaie est excessive, la quantité de monnaie en circulation est excessive, si la quantité de monnaie est supérieure aux besoins de l'économie, de ce dont les agents économiques ont besoin, alors cela risque d'impacter le niveau général des prix. Et cela risque de conduire à ce qu'on appelle une inflation par la monnaie, une inflation d'origine monétaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une hausse généralisée des prix. Et c'est une hausse généralisée des prix qui a été causée, qui a pour origine l'inflation par la monnaie, qui a pour origine la quantité de monnaie excessive par rapport aux besoins de l'économie. Sauf que, il y a un point très important qu'il faut souligner. Depuis une vingtaine ou une quinzaine d'années, on n'a nullement noté d'inflation d'origine monétaire. On n'a nullement noté d'inflation par la monnaie. Malgré que la plupart des pays, que ce soit les pays en voie de développement ou les pays développés, n'ont cessé d'injecter de la monnaie et d'augmenter la quantité de monnaie en circulation. Mais cela n'a nullement impacté le niveau général des prix. Donc, plusieurs banques centrales ont injecté de la monnaie dans leur économie pour stimuler la croissance de leur économie. Donc, ils ont augmenté la quantité de monnaie en circulation. Mais cette quantité de monnaie en circulation n'a pas eu d'impact général sur les prix. Donc, il n'y a pas eu d'inflation par la monnaie, contrairement à la théorie monétariste de Milton Friedman, qui disait que la quantité de monnaie en circulation a un impact sur le niveau général des prix. C'est-à-dire que si la quantité de monnaie en circulation augmente, le niveau général des prix va augmenter. OK? Donc, on peut prendre, par exemple, dernièrement, le président des États-Unis, Joe Biden, a injecté à peu près 1700 milliards de dollars. Donc, il a injecté à peu près 1700 milliards de dollars sans incidence sur le niveau général des prix, sans impact sur le niveau général des prix. Et on sait très bien que actuellement, ça n'a pas conduit à ce qu'on appelle une inflation par la monnaie, une inflation d'origine monétaire. OK? Donc, ce qui remet en cause la théorie de l'économiste Milton Friedman. Est-ce que vraiment la quantité de monnaie en circulation a automatiquement un impact sur le niveau général des prix? OK? Même chose au niveau de l'Union européenne. Ils ont injecté à peu près, donc la Banque centrale de l'Union européenne a injecté à peu près 1600 milliards d'euros. Cela reste sans impact inflationniste, ce qui remet en cause la théorie monétariste de Milton Friedman. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de quantité de monnaie qui est excessive, mais en contrepartie, on n'a pas une augmentation du niveau général des prix.
OK? Donc, on a vu les 4 types de l'inflation. Donc, on a vu l'inflation en général, on a vu l'inflation par les coûts, on a vu l'inflation importée, on a vu l'inflation par la monnaie et on a vu l'inflation par la demande. Donc, on passe au deuxième équilibre économique. Donc, ce deuxième équilibre économique, c'est le chômage. Alors, le déséquilibre économique qui est le chômage, donc on peut distinguer un chômage structurel, comme on peut distinguer un chômage conjoncturel. Un chômage structurel, c'est un chômage qui est lié à l'incapacité des structures productives à générer de l'emploi. Quelles sont les structures productives? C'est les entreprises, les investisseurs, les producteurs. C'est eux qui génèrent de l'emploi. Donc, si il y a un taux élevé de chômage, c'est-à-dire qu'on va parler là d'un chômage structurel qui est lié à l'incapacité des structures productives, c'est-à-dire qui sont incapables de générer de l'emploi. En contrepartie, on peut parler d'un chômage conjoncturel qui est lié à une période déterminée. Généralement, c'est une période de crise économique qui est passagère. C'est-à-dire que c'est une période qui est passagère, une période de crise que peut connaître un marché déterminé pendant une période donnée. Okay? Comme par exemple la crise du Covid. Bon, c'est une crise qui est passagère. Donc, ça va conduire à une crise économique qui est passagère due à une crise sanitaire. Donc, théoriquement, on peut définir deux types de chômage. Donc, un chômage structurel et un chômage qui est conjoncturel. Mais il faut s'arrêter sur des points qui sont très importants. Quel est le constat au Maroc relatif au chômage? Donc, pendant plus de 15 ans, donc ça fait plus de 15 ans, on a une population active qui est de 12 millions de personnes au Maroc. Une population active qui est de 12 millions de personnes au Maroc. On a un taux d'activité en 2019 qui était de 47%. Un taux d'activité qui est de 47%. Dont 71% d'hommes et 20% de femmes. OK? Donc 71% des personnes actives, ce sont des hommes. Et 20% des personnes actives, c'est des femmes. 70% des chômeurs qui recherchent un emploi le sont depuis plus d'un an. Donc 70% des chômeurs recherchent un emploi depuis plus d'un an. Le chômage de longue durée touche beaucoup plus les femmes au Maroc que les hommes. Okay? Aussi, 37% des chômeurs le sont en raison de licenciement ou de cessation d'activité. Un autre point très important, c'est que le taux
des chômeurs diplômés est largement supérieur au taux des chômeurs non diplômés. C'est-à-dire que les chômeurs qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation, arrivent facilement à trouver un emploi. Contrairement aux personnes qui ont un diplôme et qui ont une formation, vont trouver difficilement un emploi. Donc, ces statistiques, bien sûr, ils datent de l'année 2019. Bien sûr, après 2019, on a connu la crise du Covid qui a encore accentué ces taux. Donc, les taux que vous voyez maintenant, ils ont été accentués avec la crise du Covid-19. Donc, maintenant, on parle de chiffres à beaucoup plus élevés que cela. Donc, c'est le constat. Hein. C'est des chiffres qu'il faut savoir, qui sont relatifs euh, au chômage au Maroc. Maintenant, on va passer aux raisons. Qu'est-ce qui a causé ces chiffres-là? Alors, le premier motif, la première cause, c'est l'insuffisance d'offres d'emploi. L'économie marocaine ne permet pas d'offrir assez d'emplois. OK? Donc, il n'y a pas assez d'offres d'emploi. Pour les gens qui sont maintenant en train d'étudier, il y aura une concurrence très acharnée pour occuper des postes dans le futur. OK? C'est pour cela que généralement, les gens qui vont occuper des postes, je parle des gens qui sont diplômés, c'est des gens qui vont se distinguer avec une formation de qualité. C'est des gens qui vont se distinguer avec des compétences, avec de fortes connaissances. Et c'est des gens qui vont bien se préparer et vont avoir un diplôme avec un maximum de bagages, avec un maximum de bagages intellectuels, avec un maximum de connaissances, avec un maximum de compétences. Une des raisons aussi, c'est l'absence de système d'incitation à la véritable création d'emplois. Donc, il n'y a pas un système qui incite, qui encourage à la création d'emplois. Il n'y a pas un système qui encourage les entreprises à créer de l'emploi. Donc ici, c'est bien sûr, c'est les entreprises industrielles qui vont offrir de l'emploi. C'est les entreprises industrielles qui offrent de l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encourager ces entreprises à offrir de l'emploi, à créer de l'emploi. Il y a aussi une mauvaise préparation des jeunes à l'insertion professionnelle. Donc, il y a un gap entre la formation et ce qui est demandé au niveau du marché du travail. Bien sûr, ce gap va se répercuter sur le taux de chômage. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de compétences qu'elles n'arrivent pas à trouver au niveau du marché. Et les jeunes diplômés ont besoin d'emplois qu'ils n'arrivent pas à trouver au niveau du marché. Donc, il y a un gap entre la formation et un gap entre la formation
qui est assuré et les besoins de l'économie, les besoins des entreprises. Il y a un manque d'initiatives encourageant les TPME, qui sont les très petites et les petites et moyennes entreprises. Je rappelle ici que 95% du tissu économique marocain est représenté par les très petites et moyennes entreprises. Alors que les grands groupes et les grandes entreprises au Maroc représentent à peu près 5 à 6% du tissu économique marocain. Aussi, on peut distinguer un manque de moyens de financement et un manque de moyens intellectuels. Aujourd'hui, le secteur informel au Maroc, il représente 37% de l'offre de l'emploi. Le secteur informel, il emploie 5 millions de personnes au Maroc. OK? Donc ici, c'est un chiffre qui est très important. 5 millions de personnes qui travaillent dans le secteur informel. Donc, il faut bien sûr encourager les entrepreneurs à créer et les entreprises à créer de l'emploi. Il faut essayer d'assurer plus de moyens de financement. Il faut essayer d'avoir plus de moyens intellectuels. Les entrepreneurs n'ont pas de moyens intellectuels. Donc, je passe au troisième déséquilibre, qui est le déséquilibre extérieur. Le déséquilibre extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une quantité des importations qui est supérieure à la quantité des exportations. C'est-à-dire qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte. Comme je l'ai déjà dit, 50% des biens de consommation au Maroc, c'est des biens qui sont importés. Donc, on est en train d'importer 50% de nos besoins en consommation. OK? Alors, constat en ce qui concerne le déséquilibre extérieur, il y a uniquement 500 entreprises marocaines exportatrices. C'est-à-dire qu'il y a seulement 500 entreprises marocaines qui exportent ces produits à l'extérieur du pays. Il y a uniquement 48 familles de produits marocains exportés. Uniquement 48 familles de produits marocains exportés. Si on va comparer cela, par exemple, avec nos voisins tunisiens, qui sont en train d'exporter 99 familles de produits. Donc, il y a 99 de familles de produits tunisiens qui est destiné à l'export. Il y a 148 familles de produits turcs destinés à l'export. La Turquie est en train d'exporter 148 familles de produits, alors que le Maroc n'exporte que 48 familles de produits. Donc, l'offre marocaine en termes d'exportation est une offre qui est très pauvre. Okay, donc, constat, il y a une quantité d'exportation qui est très faible, qui est très forte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter, encourager la quantité, il faut augmenter la quantité des exportations. Il faut encourager les entreprises à exporter leurs produits, au marché international. Donc, pour combler l'écart entre les importations et les exportations, il faut promouvoir les exportations via les mesures suivantes. D'abord, il faut soutenir les entreprises marocaines pour qu'elles soient compétitives sur le marché international. Sur le marché international, il y a une concurrence accrue et très acharnée. Donc, il faut soutenir et encourager les entreprises pour qu'elles soient compétitives au niveau du marché international, pour qu'ils puissent
produire de la qualité, une qualité qui est supérieure. Si on veut produire une qualité qui est supérieure avec un prix qui est réduit, avec un coût qui est réduit, il faut se procurer les moyens. Quand on parle des moyens, on va parler par exemple des machines industrielles. Donc les machines industrielles nécessitent un financement qui est important, des sommes colossales d'argent. Okay, donc là, les entreprises marocaines, elles ont besoin de soutien. Okay, il faut revoir la structure des coûts de production au Maroc. Quand on parle de la structure des coûts, ça a une relation avec la quantité et la qualité du produit. Okay, donc, pour pouvoir être compétitif à l'échelle internationale. Donc, il faut revoir la structure des coûts de production. Il faut taxer les produits importés. Donc, il y a plusieurs produits qui sont importés au Maroc. Exemple, les produits turcs, les produits chinois. Il faut savoir une chose, que quand vous allez acheter un produit turc, quand vous allez, par exemple, à BIM, quand vous allez à BIM pour acheter des produits, alors vous êtes en train de soutenir l'économie turque et non pas l'économie marocaine. Quand vous allez acheter des produits chinois, alors vous allez payer un Chinois et non pas un Marocain. Vous allez soutenir l'économie chinoise et non pas l'économie marocaine. Alors vous payez indirectement le salarié chinois qui est basé en Chine, qui a produit ce produit qui est importé au Maroc. Donc vous soutenez l'économie chinoise et non pas l'économie marocaine. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, il faut taxer les produits importés afin de désencourager les Marocains à acheter des produits étrangers. Donc, la meilleure façon pour soutenir l'économie locale, l'économie marocaine, c'est de consommer des produits marocains. Et il faut encourager la consommation des produits locaux, des produits marocains qui sont produits localement. Pour qu'on puisse soutenir les salariés et les travailleurs marocains. Quand vous allez acheter, par exemple, un produit qui est marocain, alors vous payez, vous financez indirectement le salarié qui travaille pour l'entreprise. C'est un salarié qui est marocain, qui travaille pour une entreprise marocaine qui a produit ce bien que vous venez d'acheter ou que vous allez acheter. Quand vous achetez un produit chinois ou un produit turc, alors vous payez indirectement le salarié turc ou bien le salarié chinois qui a produit ce bien. Et automatiquement, vous êtes en train d'encourager l'économie turque ou bien l'économie chinoise au lieu d'encourager l'économie marocaine. Vous êtes en train de payer et d'encourager le salarié turc et le salarié chinois et non pas le salarié marocain. Automatiquement, s'il y a une consommation importante des produits chinois et des produits turcs, automatiquement, il va y avoir un taux de chômage élevé au Maroc. Parce que qu'est-ce qui réduit le taux de chômage? C'est l'industrie marocaine. Et si l'industrie marocaine est faible, donc le taux de chômage au Maroc est élevé. Donc, on a pu voir les trois déséquilibres d'ordre économique qui sont l'inflation, le chômage et le déséquilibre extérieur. Donc, on s'arrête à ce niveau-là